Bonjour à toutes et à tous. La société industrielle croissanciste dans laquelle nous vivons tous aujourd'hui est toute récente. Elle n'a que 170 ans d'existence alors que le genre Homo, lui, est sur la Terre depuis 3 millions d'années environ et que l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme actuel, l'Homo sapiens a achevé son évolution il y a 300 000 ans et que cet Homo sapiens a abandonné son mode de vie chasseur-pêcheur-cueilleur depuis 10 000 ans. 170 ans à peine donc pour ce système croissanciste. Et voici qu'il se trouve déjà confronté à une impasse globale dans tous ses domaines fondamentaux d'activité. Alors que le système chasseur-pêcheur-cueilleur, lui, avait perduré pendant 300 000 ans et que le système post-néolithique a perduré, quant à lui, pendant 10 000 ans, nous venons de le rappeler. Cette impasse de la croissance, c'est une impasse globale, mais présentant néanmoins de multiples facettes dont chacune fera l'objet d'une vidéo chronique particulière. Il y a tout d'abord l'impasse physique, sans aucun doute la plus importante, parce que génératrice de toutes les autres qui ne sont, nous le verrons, que des déclinaisons ou externalités négatives de la cause première et essentielle, l'ignorance des lois de base de la physique par l'activité humaine depuis le début de ce qu'il convient d'appeler la révolution industrielle. Ensuite, il y a l'impasse comptable, qui fera l'objet de plusieurs chroniques. L'une sera consacrée à la contestation du PIB en tant qu'indicateur de bonne santé de l'économie, et d'autres à la comptabilisation des charges cachées de la société industrielle croissanciste pour arriver à l'établissement d'une véritable comptabilité en système de compte d'exploitation et bilan de la société industrielle croissanciste. Puis nous aborderons, dans le cadre d'une vidéo chronique ultérieure, l'impasse financière, c'est-à-dire la mise en évidence de la vanité des moyens imaginés par les gestionnaires croissancistes pour masquer la situation de faillite virtuelle à laquelle nous sommes confrontés. Ces chroniques, ces premières séries de chroniques mettant en lumière des éléments intrinsèques de la croissance, c'est-à-dire des éléments situés à l'intérieur d'elle-même et comme relevant de son essence propre, seront suivies d'autres chroniques qui révéleront plus particulièrement des éléments extrinsèques de la croissance, c'est-à-dire des représentations et des manifestations a priori extérieures à son essence constitutive, mais directement reliées à elle en tant que conséquence directe de son existence. Du même coup, notre regard se portera directement sur l'espèce humaine, en proie à une mutation accélérée du genre Homo sapiens vers le genre Homo industrialis. Cette démarche nous conduira dans un registre moins technique, relevant plus de l'anthropologie sociale et nous amènera à aborder des thèmes relevant plus précisément des sciences humaines. C'est ainsi que nous aborderons l'impasse sanitaire. Impasse sanitaire qui traitera de l'un des besoins primordiaux de l'homme, la santé, dont il attend de l'organisation sociétale moderne une protection maximale. De ce point de vue, et à la lumière des graves problèmes sanitaires que rencontre actuellement la société industrielle, nous évaluerons le niveau de satisfaction atteint par cette société en rapport à l'attente des peuples. Puis nous aborderons un chapitre qui concerne le besoin numéro 1 de l'homme, celui qui conditionne tout simplement sa survie biologique, c'est l'alimentation. Sur ce point, le constat sera implacable. La société industrielle croissanciste risque de ne pas être en mesure de nourrir dès le moyen terme la quantité de population qu'elle a générée depuis sa création. De ce point de vue, l'impasse alimentaire est évidente. Puis, nous verrons que ces différentes sous-impasses, constitutives de l'impasse globale de la croissance, produisent un effet négatif sur l'évolution des connaissances et des pratiques sociales
nous conduisant tout droit dans une véritable impasse culturelle. Enfin, ces analyses nous amèneront à constater que le mode d'exercice du pouvoir choisi pour gérer la société croissanciste ne permet pas de résoudre les problèmes que cette dernière a elle-même créés. Et ce sera le sujet des dernières chroniques consacrées à l'espace global de la croissance, l'impasse politique. Mais en guise de préambule à cette série de vidéos chroniques, j'ai pensé qu'il était nécessaire de resituer le contexte général dans lequel la société de la croissance s'est installée, a pu s'installer, et de rappeler les caractéristiques et les étapes de la trajectoire que l'homme a résolument mais imprudemment choisie depuis 2 siècles à peine. Car en effet, après 3 ou 4 millions d'années d'évolution du genre homo, de l'Australopithèque à l'Homo sapiens que nous pouvons considérer comme étant l'équivalent biologique de l'homme d'aujourd'hui, après donc 3 ou 4 millions d'années de perpétuation d'un mode de vie stable, mode de vie type chasseur, pêcheur, cueilleur, un premier changement est intervenu il y a environ 10 000 ans. Changement suffisamment important pour que les historiens paléontologues le dénomment révolution, la révolution néolithique. Alors il n'entrera pas dans le cadre de mon propos de détailler ou de tenter d'expliquer les causes de ce changement de mode de vie, bien qu'il soit évident que là où les réponses pouvant être apportées à cette question sont autant de clés pour comprendre la situation du monde présent. Nous laisserons donc ainsi ce sujet crucial de côté, pour l'instant, en attendant peut-être d'y consacrer une étude ultérieure et spécifique. Suite donc à cette révolution néolithique, qui modifia profondément, progressivement, mais radicalement, le mode de vie de l'Homo sapiens, la civilisation humaine a encore évolué par étapes successives, dont les principales furent, dans l'ordre chronologique, l'Antiquité, qu'on peut situer de moins de 1500 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, la chute de l'Empire romain. Puis le Moyen-Âge, que l'on peut situer de 500 à 1500. Les temps modernes, disons de 1500 à 1850. Et, dernière en date, la société industrielle, que nous nommons industrielle croissanciste, dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui dure donc depuis 170 ans seulement et qui va faire plus particulièrement l'objet de ces chroniques. Alors, la société industrielle croissanciste, en effet, elle se distingue notamment des 4 autres périodes néolithiques, Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne, par le fait qu'elle a entrepris d'utiliser de façon intensive et illimitée les ressources naturelles finies, fournies gratuitement par la dot terrestre, que nous nommerons tout au long de ces chroniques ressources naturelles finies, RNF. C'est cette pratique, cette prédation illimitée des RNF, pratique inconnue pendant les âges précédents, cette pratique associée aux découvertes scientifiques et techniques de l'esprit humain, c'est cette pratique qui a rendu possible une activité nouvelle, l'industrie. Activité nouvelle combinant l'utilisation des ressources dites énergétiques, ressources naturelles finies énergétiques, pétrole, gaz, charbon, etc., et des ressources dites minérales, ressources naturelles finies minérales, fer, aluminium, zinc, plomb, nickel, etc. Ces ressources naturelles finies, qu'elles soient de nature énergétique ou qu'elles soient de nature minérale, présentent toutes trois caractéristiques fondamentales qui sont les suivantes. Elles sont extraites du sol de la planète, elles sont partie intégrante de l'écorce terrestre. 2. Elles y existent en quantité limitée, mais depuis des millénaires. Et 3. Elles ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine tout au moins. Cette activité nouvelle, l'industrie, a permis de fabriquer toutes sortes d'objets,
qui ont facilité la vie quotidienne de l'homme, mais elle a été également utilisée pour produire la quasi-totalité des aliments indispensables à la vie biologique de l'homme. Le développement de la société industrielle croissanciste s'est accompagné d'une augmentation vertigineuse et homothétique de 3 données fondamentales dont nous aurons l'occasion de reparler abondamment tout au long de ces chroniques. C'est premièrement la consommation de ressources naturelles finies, énergie et minerais, deuxièmement la production de biens, le fameux PIB, et troisièmement la population. Ainsi, sur l'ensemble de ces 10 000 ans, qui nous séparent de la période néolithique, les courbes d'évolution de la consommation de ressources naturelles finies, de la production de biens et de la population présentent un tracé linéaire et quasi constant jusque vers le milieu du XIXe siècle, époque à partir de laquelle ces 3 courbes se cadrent simultanément et de façon asymptotique, traduisant ainsi en termes chiffrés une multiplication impressionnante en moins de 200 ans de chacune de ces 3 données qui étaient pourtant restées quasiment stables pendant plus de 10 000 ans. Alors pour ce qui concerne la consommation de ressources naturelles finies, c'est-à-dire le prélèvement ou la prédation, si l'on préfère, par l'homme de la dot terrestre fournie gratuitement par Dame Nature, nous sommes passés de epsilon à 1 milliard de tonnes depuis l'époque moins 10 000 ans jusqu'à l'époque 1850 après Jésus-Christ, soit une consommation moyenne de 100 000 tonnes par an, mais nous sommes passés de 1 milliard de tonnes à 80 milliards de tonnes en à peine 170 ans, c'est-à-dire de 1850 à 2020, soit une moyenne de 470 millions de tonnes par an. En synthèse, nous sommes donc passés d'un rythme moyen de prédation des ressources naturelles finies de 100 000 tonnes par an à un rythme moyen de prédation des ressources naturelles finies de 470 millions de tonnes par an, soit 4700 fois plus élevé pendant cette période de la société industrielle croissanciste, comme vous le voyez sur ce graphe. Pour ce qui concerne maintenant la production de biens et services mesurés par le PIB, elle a varié de epsilon à 500 milliards d'euros en 10 000 ans, soit une augmentation moyenne de 50 millions d'euros par an. Mais elle a varié ensuite de 500 milliards d'euros à 74 000 milliards d'euros en 170 ans, soit une augmentation moyenne de 435 milliards d'euros par an. En synthèse, nous sommes donc passés d'un rythme moyen d'augmentation de la production de biens de 50 millions d'euros par an à un rythme moyen de 435 milliards d'euros par an, soit 8 700 fois plus élevé. Enfin, pour ce qui concerne l'augmentation de la population, dont nous pouvons raisonnablement penser qu'elle n'a été rendue possible que par l'accroissement des 2 facteurs précédents. Ces 2 facteurs étant par ailleurs évidemment consubstantiels entre eux, eh bien nous sommes passés de 5 millions à 500 millions d'âmes en 10 000 ans, soit un accroissement moyen de 45 000 âmes par an, contre un accroissement de 500 millions à 8 milliards d'âmes en 170 ans, soit une moyenne de 44 millions par an. En synthèse, nous sommes passés d'un rythme moyen d'augmentation de la population mondiale de 45 000 Homo sapiens par an à un rythme moyen de 44 millions d'Homo sapiens par an, soit 880 fois plus. Donc, en synthèse, un rythme de prédation des ressources naturelles finies multiplié par 4700 en 170 ans. Un rythme de production de biens multiplié par 8700
en 170 ans. Et un rythme d'augmentation de la population multiplié par 880 pendant cette même période, c'est-à-dire depuis le début de la société industrielle croissanciste, que nous dénommons société industrielle capitaliste croissanciste. Nous reviendrons bien sûr abondamment et largement sur ce qualificatif. Ces trois chiffres, eh bien, ils sont nets, factuels et incontestables. Et nous pourrions même clore notre propos ici en tirant la conclusion qu'une folie inconnue s'est emparée d'Homo sapiens depuis quelques décennies, à peine, et qu'il n'est d'autre issue à ce délire d'hyperactivité qu'une catastrophe inévitable dont seule la date précise de survenance reste incertaine, ainsi que les caractéristiques détaillées de ces modalités. Mais nous sommes également là pour observer nos propres comportements et les analyser indépendamment de toute autre considération. Et c'est dans cette optique d'observation et d'analyse qu'il apparaît que la société industrielle croissanciste s'est engagée sur un chemin qui présente toutes les caractéristiques d'une voie sans issue, autrement dit, d'une impasse.